Bonjour à tous. Donc j'aurais bien évidemment préféré être avec vous, mais c'est parti remis. Je vais donc vous parler pendant 10 minutes depuis mon bureau parisien. J'ai pris quelques notes, le plus difficile étant de ne pas déborder sur ces 10 minutes, donc vous verrez de temps en temps regarder mes notes. Alors je vais vous parler de quelques-uns des résultats d'un programme de recherche qui s'achève cette année, programme financé par l'Agence nationale de la recherche et qui s'intitule Legs coloniales et Outre-mer autochtones. Alors c'est un programme de recherche qui a réuni 5 chercheurs, 3 anthropologues, une politiste et un historien, et c'est un programme de recherche qui comparait le legs colonial, l'héritage de la colonisation, aujourd'hui dans 3 territoires ultramarins, la Guyane, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Et il s'agissait d'appréhender les continuités et les ruptures entre la condition indigène de l'époque coloniale et les conditions des populations qui vivent dans ces départements et territoires d'outre-mer aujourd'hui, d'appréhender ces ruptures et ces continuités en resserrant le champ de nos investigations sur 2 institutions en particulier qui sont à la fois centrales dans la définition de la condition indigène pendant la colonisation et centrales dans la vie des populations ultramarines aujourd'hui. Ces 2 institutions sont l'école et la justice. Alors il s'agissait de le faire aussi d'une manière empiriquement fondée, par le recours à diverses méthodologies, notamment le recours à un travail sur archives d'une part, fouillé, travail d'historien classique, et d'autre part le recours à une ethnographie des situations contemporaines en matière de relations à l'institution judiciaire et à l'institution scolaire. Donc pour ma part, j'ai eu la responsabilité des enquêtes sur l'école en Polynésie française. Alors le programme était ambitieux et la tâche était ardue parce qu'à ce jour, finalement, il n'existe pas de socio-histoire de l'école dans les établissements français d'Océanie, en Polynésie française. Ce qu'on a, c'est une sorte de niveau liminal, on va dire, du travail historique, avec l'exhumation et la publicisation d'un certain nombre de documents d'archives. Donc on peut à cet égard saluer le travail qui est fait par la revue Archipol, donc des archives de type Aerui. Je me souviens du numéro sur les Tuamotu, où on a de très belles archives de Madeleine Mohoua. On peut aussi à cet égard saluer l'excellente initiative de notre collègue Jacques Vernodon que je salue, d'avoir trouvé les financements pour numériser les fonds scolaires du fonds du gouverneur à type Aerui, le 48W, ce qui permettra une beaucoup plus grande accessibilité de ces fonds. Mais l'outil ne fait pas de métier et l'archive ne fait pas l'histoire. Qu'on ait des archives, c'est une chose, mais il faut, si vous voulez, pour se faire une idée de ce qu'a pu être l'école pendant la colonisation, avoir une vision relativement exhaustive de ces archives. Ça c'est long, ça m'a pris 6 mois à temps plein pour les dépouiller de manière donc exhaustive, aussi bien à Tipaelui qu'au Centre des archives de la France d'Outre-mer à Aix-en-Provence. D'autre part, pour pouvoir analyser les archives, eh bien, il faut pouvoir remettre la Polynésie française ou les établissements français d'Océanie quelque part à leur place. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir comparer cette expérience locale à celle d'un territoire voisin, quoique très différent, la Nouvelle-Calédonie, donc à la même époque. Il faut pouvoir réenchasser ces territoires du Pacifique dans l'ensemble impérial français, qu'il faut lui-même pouvoir resituer par rapport aux expériences impériales de la même époque, du 19e et de la première moitié du 20e siècle, ce qui implique d'avoir une assez bonne connaissance des dernières avancées de l'historiographie du fait colonial, qui est un champ en pleine ébullition depuis une vingtaine d'années. Par ailleurs, il faut aussi avoir, quand on s'intéresse au legs colonial, une vision large de ce qu'a été la sortie du colonial en 1946, à la fois comme moment et aussi comme processus. Bref, vous l'aurez compris, je plaide pour une nécessaire professionnalisation du travail sur archives. Il faut par ailleurs se résoudre à n'aborder que certains aspects de cette histoire. J'ai abordé la question de la place des langues polynésiennes à l'école pendant la période coloniale dans un article publié en 2016 dans le bulletin de la Société des études océaniennes. Et j'ai également publié sur la question de l'obligation scolaire, de son extension aux établissements français d'Océanie, dans un article qui a été publié par Politics en 2016. Et puis j'ai 2 articles à paraître sur la période des années 1950 et 1960, croisant archives et une enquête orale auprès de témoins de cette époque, puisque ces années sont extrêmement intéressantes, les années 50 et 60, puisqu'on a une sortie du colonial qui s'accompagne, pas d'une décolonisation, et du point de vue scolaire, qui s'accompagne en quelque sorte d'une entrée
dans la République française ou d'un alignement sur les normes métropolitaines avec la prise en main des affaires scolaires par l'éducation nationale, parachevée par la création donc d'un vice-rectorat. Alors pour ce qui est du plus contemporain, j'ai décidé de me concentrer sur deux aspects de la question scolaire qui sont récurrents dans la littérature grise. Ces deux aspects, c'est d'une part la question du rapport à l'école des familles, de l'implication des familles, de la coéducation d'un côté, et de l'autre part la question du décrochage scolaire. Donc il y a une première partie de mon travail qui est en quelque sorte de l'analyse de discours. J'ai regardé de manière là aussi exhaustive toute la littérature grise faite de notes et de rapports divers, soit émanant des autorités pédagogiques locales, soit de l'inspection générale, soit de la Cour des comptes, soit de la Chambre territoriale des comptes, soit encore du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Et ce qui rend possible ce travail, je dirais très simplement, c'est mon extériorité. J'ai plaidé tout à l'heure pour la professionnalisation du travail historique. Eh bien, je défendrai ici cette idée qu'une certaine dose d'extériorité est la garantie de pouvoir travailler sur le contemporain. Il faut être indépendant vis-à-vis des institutions, des autorités éducatives et de la sphère politique polynésienne de manière générale. On ne peut pas être à la fois producteur du discours sur l'école et analyse de ce discours. On ne peut pas être à la fois, on ne peut pas à la fois exercer la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de la politique éducative et produire un discours critique, au sens noble du terme, au sens des sciences sociales, sur cette politique et sur ses enjeux. Alors ça s'entend tout à fait dans le domaine de l'évaluation, on conçoit qu'il ne faut pas être juge et partie. Eh bien je pense que c'est la même chose dans le domaine de la recherche, où il me semble puisqu'on parle d'éducation et que vous êtes réunis pour parler de la recherche en éducation, une nette distance doit être maintenue entre les professionnels du champ et les chercheurs. Alors ce programme ANR visait donc à renseigner d'une part le point de vue des institutions, mais aussi le point de vue de ceux j'allais dire qui les subissent, c'est assez péjoratif, mais en tout cas ceux qui sont confrontés au dispositif institutionnel, donc une lecture du bas vers le haut. Alors cette perspective implique nécessairement de renverser la perspective en cessant de centrer l'analyse sur les discours, mais en s'interrogeant sur la question de la réception et en s'interrogeant sur ce que les parents, finalement, en tant qu'usagers, ont à dire, eux, de l'école. Et c'est dans cette perspective que j'ai mené pendant 2 ans une enquête avec Emeline Leplein, que je salue, qui doit être donc parmi vous, une enquête auprès de 9 collégiens et de leurs familles que nous avons rencontrés à plusieurs reprises et que nous avons donc interviewés selon une grille d'entretien qualitatif, selon une grille commune qui vise à renseigner la configuration familiale, les rapports à l'institution scolaire dans leur famille sur plusieurs générations et leur relation à l'institution aujourd'hui dans le cadre des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs adolescents. Donc ces 9 témoignages vont être publiés avec une introduction et une conclusion assez minimaliste dans un ouvrage qui va s'appeler Une école ambiguë, histoire de famille, tout ça au pluriel, à Tahiti, et que vous aurez en main, promis avant votre prochaine rentrée scolaire. Se départir d'une vision depuis le haut, se départir de la vision des dominants, finalement, telle qu'elle ressort des rapports institutionnels, ça revient à prendre au sérieux cette idée qu'il existerait une manière de voir le mot autonome, un univers d'expérience enraciné dans des conditions matérielles d'existence spécifiques, et du coup, le meilleur moyen d'avoir accès à ce monde, à ce domaine autonome, c'est d'aller à la source, en donnant la parole à ceux qui l'ont rarement. Ça reste une entreprise difficile parce que ça implique que vous puissiez entrer avec eux dans une relation de confiance. Ça s'établit sur le long terme, ça s'établit sur la définition d'objectifs communs et un travail en commun qui prend du temps et qui prend des qualités d'empathie de part et d'autre. Ça présente aussi un risque qui est celui d'essentialiser une sorte de conscience subalterne en la définissant comme une sorte de nature, des pauvres, des précaires, des exclus qu'il s'agirait de définir. Ça implique que on essaye aussi peut-être de les réhabiliter ou d'essayer de montrer comment finalement ils sont engagés dans une politique d'obstruction, dans une politique de lutte, ce qu'on pourrait appeler un texte caché contre l'institution scolaire, parce qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas vouloir adhérer au message scolaire. Donc c'est intéressant, mais il nous a semblé intéressant aussi de voir comment et pourquoi ils adhèrent à leur manière, comment ils s'investissent à leur manière dans la scolarité de leurs enfants. Il nous a semblé intéressant de montrer comment ils ont aussi finalement de grandes attentes vis-à-vis de l'école et comment ils sont les premiers à souffrir quand les choses s'y passent mal.
Donc il s'agit pour nous de vous donner à voir des histoires de famille qui ont un air de famille. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus, j'arrive à mes 10 minutes, mais je vous invite vivement à lire ces témoignages qui sont, je crois, extrêmement, nous croyons, extrêmement importants pour comprendre ce qui se passe du côté de l'école, du côté des familles. Je vous remercie et je vous souhaite de très belles journées.